Mesdames et messieurs, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui un seuil décisif dans notre grand traité en abordant la synchronisation dynamique, clé de voûte des régimes plasma structurés. Notre cadre théorique repose sur le triplet fondamental, l'indice SF, la commande K et la mémoire DT. Mais sans synchronisation, ce moteur reste dépourvu de sa transmission vitale. Le pilotage ne se résume pas à injecter de la puissance brute. Il s'agit d'harmoniser en chaque instant la phase et la fréquence entre la matière ionisée et nos actionneurs magnétiques. La logique de type PLL devient alors l'architecture privilégiée pour instaurer cette cohérence entre l'état interne du plasma, la commande externe et la contrainte dynamique globale. Dans les régimes dits sensibles, proches des seuils de stabilité, l'amplitude ne suffit plus. Deux états énergétiquement identiques peuvent différer radicalement par leur seule qualité de synchronisation. Un plasma mal synchronisé devient un gouffre énergétique pour le système de contrôle. C'est le prix de la désynchronisation entre l'ordre de commande et la réponse réelle du fluide. La synchronisation dynamique est cette capacité à maintenir un lien indéfectible entre les oscillations du bulk, les signaux d'injection et nos boucles de rétroaction en temps réel. Dès que l'indicateur delta-phi s'écarte de sa consigne, le système perd son ancrage. La contrainte de Shu alourdit alors artificiellement la réponse du vide. L'architecture PLL agit comme un verrouillage permanent. Elle réduit sans relâche l'écart entre notre référence et l'observable plasma pour assurer un régime sans dérive. L'erreur de phase U-Chi est le cœur de notre régulation. Son maintien sous un seuil critique est la condition nécessaire à la stabilité de la structure hybride. Dans ce traité, la PLL dépasse le simple cadre électronique. C'est un principe de cohérence opératoire permettant au pilote de suivre les murmures internes du plasma. En prévenant le désalignement progressif, nous évitons l'inflation de la contrainte dynamique. C'est la protection contre l'épuisement prématuré de la commande. La PLL devient le médiateur entre les lois universelles de la structure interne et les exigences impératives de notre action technologique. L'indicateur Q-Sync mesure cette fidélité. Une valeur proche de l'unité garantit une synergie parfaite. Sa chute annonce la fragilisation du régime. Une dégradation de Q-Sync est le signal d'alarme silencieux, prévenant le pilote d'une perte imminente de la cohérence globale du champ. Le couplage entre synchronisation et indice de Shu est direct. La désynchronisation est en elle-même une source autonome de contraintes dynamiques. SSF agrège désormais les contraintes d'amplitude, de synchronisation, les pertes dissipatives et le poids de l'histoire accumulée dans la mémoire D. Par le verrouillage de phase, nous agissons spécifiquement sur le terme S-Sync, purgeant le régime de ses excitations parasites et instables. Cette maîtrise permet de minimiser l'effort de maintien, libérant le potentiel du plasma pour une production énergétique stable et durable. L'hypothèse du régime directeur est l'horizon de nos recherches. C'est l'état où la dynamique du plasma devient le chef d'orchestre de sa propre commande. Dans cet état, le pilotage optimal consiste à s'effacer devant une organisation interne déjà instaurée pour mieux s'y synchroniser. Nous cherchons des signatures claires, une erreur de phase quasi nulle, un besoin de correction réduit au minimum et une robustesse inattendue. L'émergence d'une hystérésis spectrale et d'une cohérence temporelle prolongée valideront empiriquement l'existence de ce régime directeur. C'est ici que se manifeste la transition vers l'état 1-2. Un pont entre la force brute du plasma et l'harmonie durable du système. Académiquement, l'état 1-2 désigne un régime intermédiaire où la structure du vide cohabite parfaitement avec la matière ionisée. La commande K s'en trouve enrichie. Elle intègre désormais une composante adaptative dédiée à la compensation de la désynchronisation de phase. Le paramètre alpha-sync permet au pilote d'ajuster finement la réponse du système au déphasage, ancrant la théorie dans la pratique instrumentale. K repose maintenant sur 3 piliers, la réponse au seuil instantané, le verrouillage de synchronisation et la compensation mémorielle. Ce formalisme unifié articule la contrainte, la mémoire lente et la synchronisation rapide en un tout cohérent et pilotable. Ce chapitre 4 clôt notre étude sur la cohérence phase-fréquence. Je vous remercie de votre assiduité. Atomy vous salue et vous attend pour la suite de nos travaux. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans ce nouveau chapitre monumental du grand traité dédié aux configurations plasma. Le cadre de la commande K et de l'indice S effectif n'a de sens que s'il se confronte à la réalité des dispositifs concrets. Chaque machine diffère par sa géométrie, son mode de confinement et sa sensibilité aux instabilités. Notre cadre doit être adaptable. Il ne s'agit pas d'un modèle universel rigide, mais d'une architecture de pilotage transversal à recalibrer pour chaque famille de dispositifs. L'idée est simple.
Caractériser un régime par son niveau de contrainte dynamique, sa mémoire et son coût de stabilisation. Les observables pour reconstruire S effectif varient. Ici, la stabilité MHD, là, la cohérence radiofréquence ou la réponse spectrale. Le cadre possède un noyau commun, mais une instantiation instrumentale spécifique à chaque configuration expérimentale. Commençons par le tokamak. C'est la référence historique la plus développée, fournissant une richesse inégalée de diagnostic. Pour le tokamak, la reconstruction de S effectif intègre l'activité MHD, les fluctuations de densité et les pertes radiatives. On y suit la cohérence de phase entre le plasma et les actionneurs, ainsi que la proximité des seuils de disruption. La composante S-Sync est cruciale ici pour intégrer la relation dynamique entre le plasma et les systèmes de correction. Le cadre permet de détecter plus tôt les transitions vers des régimes fragiles et de distinguer la robustesse du simple nominal. Il enrichit les lois de contrôle en intégrant un terme mémoire pour les décharges longues et les effets d'hystérésis. Passons au Stellarator. Ici, l'absence de courant plasma structurel modifie radicalement la nature des instabilités. La stabilité dépend davantage de la géométrie imposée, ce qui permet de tester notre indice dans un système différent du tokamak. Dans cette configuration, S effectif se concentre sur la robustesse de la décharge et l'apparition de dérives lentes. Le terme mémoire DT est essentiel ici, car les Stellarators excellent dans l'étude des régimes de très longue durée. La synchronisation concerne ici les systèmes RF et les boucles d'optimisation pour maintenir une cohérence dynamique globale. La configuration FRC est fascinante. Elle se situe à l'interface entre compacité et auto-organisation partielle. C'est le terrain idéal pour explorer l'idée d'un état structuré agissant comme guide pour la commande globale. Le CHU effectif quantifie la difficulté de maintien de cet état compact et repère quand la cohérence interne devient dominante. Il permet de distinguer un plasma simplement confiné d'un plasma structurellement robuste face aux changements rapides. Abordons les dispositifs Helicon et RF. Ici, la relation entre injection et fréquence est absolument centrale. C'est le cas où la logique de type PLL est la plus naturellement intégrable à la structure même de la machine. S'effectif dépend ici du couplage radiofréquence, de la stabilité spectrale et de la réponse du plasma aux variations de phase. La composante de synchronisation n'est plus secondaire. Elle devient le cœur même du pilotage de la densité produite. Le verrouillage dynamique devient plus important que la seule amplitude injectée pour garantir la stabilité du régime. Enfin, le Z-pinch, une configuration extrême caractérisée par des dynamiques ultra rapides et des instabilités violentes. Ici, l'objectif n'est pas le maintien stationnaire, mais l'identification des phases précurseurs de la dégradation brutale. Le Z-pinch rappelle les limites du modèle. Dans des systèmes si brefs, le terme mémoire DT s'efface devant l'événementiel. La reconstruction de S effectif doit y être instantanée pour conserver une valeur opératoire face à la compression. Résumons notre domaine de pertinence à travers ces 5 configurations aux exigences si différentes. Le tokamak valide le cadre général. Le Stellarator éprouve la mémoire longue et la robustesse stationnaire. Le FRC explore les régimes structurés, tandis que l'Helicon porte la logique de synchronisation phase-fréquence. La conséquence méthodologique est claire. Il faut calibrer les coefficients et les pondérations pour chaque machine unique. Notre cadre est une architecture adaptable reposant sur la contrainte, la mémoire, la commande et la synchronisation. Merci de votre attention, chers étudiants. À bientôt pour la suite de nos travaux sur le grand traité. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui la 6e section de notre étude monumentale sur le bulk. L'objectif est ici de formaliser une architecture de contrôle capable de traduire nos concepts théoriques en actions physiques concrètes. Nous cherchons à bâtir un pont fonctionnel entre l'abstraction mathématique et la réalité matérielle des dispositifs plasma. Nous nous appuyons sur 4 piliers: l'indice SF, la mémoire DT, la commande K et la synchronisation par boucle de phase. Il ne s'agit pas d'un schéma définitif, mais d'une organisation fonctionnelle entre capteurs, observateurs et actionneurs. Le principe fondamental est simple, le pilotage ne doit jamais réagir à des grandeurs brutes, mais à une représentation reconstruite. Comme un capitaine naviguant aux instruments, le système déduit son cap du contexte global plutôt que de vagues impressions. Nous instaurons une chaîne à plusieurs étages, transformant l'acquisition du signal en une lecture dynamique hiérarchisée du plasma. Le premier étage est le bloc capteur. Sa fonction est de fournir les variables nécessaires à la reconstruction du coût dynamique. Nous définissons un vecteur d'observation Y-lacté, regroupant les mesures magnétiques internes, les fluctuations et les indicateurs spectraux.
Cette acquisition exige une fréquence d'échantillonnage suffisante pour capturer les dynamiques les plus fugaces du milieu. La robustesse au bruit est primordiale pour garantir la stabilité de la calibration face aux turbulences électromagnétiques. Vient ensuite le bloc des observateurs. Il transforme les signaux bruts en variables physiquement lisibles et stables. Ce bloc inclut des filtres temporels et des estimateurs de phase pour produire un vecteur d'état reconstruit, XOBS. Les sorties principales nous donnent une estimation filtrée de la stabilité et de la cohérence dynamique globale du système. Dans sa version la plus simple, ce bloc se limite à un filtrage classique et des seuils de sécurité fixes. Mais il peut aussi intégrer des modèles non linéaires ou un apprentissage assisté pour une finesse de lecture inégalée. Le cœur de l'architecture est la reconstruction de SF. C'est ici que le vecteur observé devient un indice de contrainte. La fonction f doit rester interprétable et sensible aux transitions de régime pour permettre un diagnostic précis. Nous distinguons d'abord samp, représentant la contrainte liée aux fluctuations d'amplitude dans le plasma, puis ssync, qui mesure le coût de la désynchronisation entre la commande et la réponse naturelle du bulk. sloss comptabilise les pertes radiatives et thermiques, indicateur direct de l'inefficacité du régime. Enfin, sstruct évalue la dégradation de la cohérence globale et la perte d'ordre au sein du système. L'étage suivant intègre l'histoire récente via le bloc mémoire, calculant le terme de saturation de Dennis, dt. La mémoire permet de distinguer une simple perturbation passagère d'une accumulation durable de fragilité structurelle. Sans mémoire, le pilote est aveugle au passé. Avec elle, il anticipe le gel topologique avant qu'il ne survienne. Nous utilisons des échelles de temps multiples pour séparer les effets de pré-transition rapide des dérives lentes. Le bloc synchronisation évalue la cohérence dynamique entre le plasma et la commande, tel un métronome invisible. Nous mesurons l'erreur de phase et la qualité de synchronisation pour maintenir l'harmonie vibratoire du système. Ce bloc est critique. Une perte de phase signifie souvent une perte de contrôle total du régime. La commande K constitue la sortie stratégique. Elle synthétise la contrainte, la phase et la mémoire. K combine une correction de seuil, une correction de phase et une compensation liée à l'histoire du système. La loi de commande permet de réagir à l'instantané tout en anticipant les effets d'accumulation à long terme. Dans la réalité, K n'est pas un simple chiffre, mais un vecteur pilotant différents sous-systèmes de la machine. Il ajuste indépendamment la correction magnétique, l'injection de puissance et la modulation de phase. Le dernier étage traduit cette commande en action physique réelle adaptée aux limites de chaque actionneur. Toute action traverse une couche de sécurité inviolable, protégeant l'intégrité de la machine et du plasma. Résumons notre architecture. Des capteurs aux actionneurs, chaque étape affine notre lecture du bulk. C'est une boucle de rétroaction continue, guidant chaque milliseconde de pilotage par l'interprétation du régime. L'intérêt majeur est de relier explicitement la physique du milieu à la stratégie de commande globale. Cela offre une meilleure lisibilité des causes de fragilité et une intégration propre de la phase dans le pilotage. En conclusion, cette architecture organise le pilotage autour de 5 étages essentiels pour maîtriser la complexité du vide. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine leçon. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui une étape cruciale de notre grand traité, la validation expérimentale. Un cadre théorique n'a de valeur scientifique que s'il peut être évalué par des résultats observables et comparables. Nous allons définir ici les métriques, les courbes attendues et les critères qui permettront de juger de la pertinence de notre pilotage. L'évaluation s'organise autour de 4 familles majeures, allant de la stabilité brute à la capacité d'anticipation du système. La première famille concerne la stabilité, la capacité du système à maintenir le régime plasma dans des limites admissibles. Nous mesurons la durée de maintien du régime cible, nommé T-hold, ainsi que la fréquence des pertes de régime. Le ratio R-loss quantifie les sorties non souhaitées. Un pilotage performant doit augmenter la durée de maintien et réduire ses pertes. La deuxième famille évalue le coût de stabilisation, où le rôle de la commande K devient absolument central. Nous définissons un coût global, JK, représentant l'effort de commande appliqué par les différents actionneurs du système. On analyse les coûts magnétiques, RF, et la fréquence des corrections rapides nécessaires pour éviter la saturation. L'objectif est de vérifier si le pilotage enrichi par SF et D permet un coût plus faible ou du moins mieux distribué. La troisième famille concerne la synchronisation, la cohérence dynamique entre le plasma et notre commande. L'erreur de phase et la qualité de synchronisation Q-Sync mesurent la précision du verrouillage dynamique. C'est crucial dans les régimes où la logique PLL est centrale, notamment pour les scénarios à forte sensibilité de phase.
Enfin, la quatrième famille mesure la capacité du cadre à détecter précocement une perte de stabilité imminente. L'horizon de prévision T-Warn représente le temps gagné entre l'alerte du modèle et la perte effective du régime. Pour être convaincant, le manuscrit doit préciser les formes qualitatives de courbes que nous nous attendons à observer. Pour un régime stable, SF doit rester modéré, avec des fluctuations limitées et sans dérives monotones prolongées. A l'inverse, un régime fragile se manifeste par une hausse progressive de la contrainte et des pics de plus en plus fréquents. La mémoire DT est plus lisse. Elle ne réagit pas aux brèves perturbations, mais accumule les contraintes persistantes. On observe une inertie forte, une montée lente et un retard à la détente reflétant la saturation du bulk. La commande K reflète la synthèse de la contrainte instantanée, de la désynchronisation et de la mémoire accumulée. Un pilotage enrichi efficace montre moins de corrections brutales et une adaptation bien plus précoce. La validation suppose une comparaison rigoureuse entre le pilotage standard et notre stratégie enrichie. Le standard se base sur les variables habituelles et des corrections directes, sans reconstruction de SF ni terme mémoire. L'enrichi intègre SF, DT et la loi de commande K, identifiant les contextes où ce surplus d'informations apporte un gain. Le succès se mesure par l'augmentation de T-hold, la réduction de R-loss ou une détection plus précoce des transitions. Il faut aussi définir l'échec. Si SF ne corrèle pas avec les pertes de régime, le cadre doit être considéré comme non pertinent. Pour être crédible, les résultats doivent être rapportés de manière structurée, incluant les courbes minimales de SF et DT. L'honnêteté est cruciale. Il faut rapporter les cas où le cadre n'apporte rien ou devient instable. C'est le prix de la portée scientifique. Même en cas de succès, l'interprétation restera prudente. Nous validons un cadre opératoire, non une nouvelle physique fondamentale. Proposons enfin une typologie de 4 scénarios standards pour faciliter la lecture expérimentale des décharges. Le CAS A est robuste et stable. Le CAS B est fragile mais encore contrôlé par une augmentation progressive de K. Le CAS C mène à une perte de régime probable. Le CAS D est une fausse alerte où la commande rétablit l'équilibre. Cette typologie permet une analyse semi-automatique des décharges, rendant le diagnostic plus rapide et fiable. En conclusion, la valeur de ce cadre dépendra de la clarté de son reporting et de la rigueur de sa validation quantitative. Ces grandeurs sont à la fois interprétables physiquement et exploitables en temps réel pour un pilotage plus robuste. Merci de votre attention. Que la rigueur guide vos mesures. À bientôt pour la suite de notre grand traité. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui l'annexe 8 de notre manuscrit, un espace dédié à l'intuition et à la structure théorique profonde. Si le corps de notre ouvrage reste sobre et académique, centré sur nos variables opératoires, cette annexe lève le voile sur les concepts qui guident notre vision. Nous parlons de synchronisation dynamique et de pilotage standard, mais derrière ces termes se cachent des réalités plus subtiles, nées de l'observation fine. L'état 1-2, le régime directeur, le plasma autostructuré, autant d'hypothèses heuristiques qui enrichissent notre cadre sans en affaiblir la rigueur. Parlons d'abord de l'état. Cette notion désigne un régime qui n'est plus tout à fait un plasma forcé et désorganisé, mais pas encore un état trivial. C'est une zone intermédiaire où le plasma reste dynamique, mais où une cohérence interne commence à dicter sa propre logique de pilotage. Dans cette lecture, la cohérence n'est plus une conséquence, mais le rôle central. L'état est le nom que nous donnons à cette émergence. Académiquement, nous dirons qu'il s'agit d'un régime où la dynamique interne modifie qualitativement le coût et la nature même du pilotage. Ses signatures, une réduction du désordre spectral, une persistance des structures et une sensibilité accrue à la qualité de la synchronisation. Nous y observons souvent une hystérésis, une mémoire du passage d'un régime à l'autre, prouvant que l'état dépend de son histoire. Venons-en au régime directeur. L'idée est ici que le plasma acquiert une structure telle qu'il devient la source même de l'information de commande. Dans un régime classique, on impose une correction. Dans un régime directeur, on s'aligne sur une dynamique qui est déjà organisée. La commande gagne alors à ne plus contrarier le fluide, mais à épouser sa structure pour optimiser l'effort de maintien. Reformulons avec prudence. Le régime directeur est celui où la stratégie la plus efficace consiste à se synchroniser avec la dynamique interne persistante. Le plasma ne commande pas la machine, mais sa structure devient un guide pratique pour l'opérateur et ses algorithmes de contrôle. Cette notion n'a de valeur que si elle est testable. Elle exige d'observer un gain de stabilité réel lorsque la synchronisation est privilégiée. Si le coût de commande baisse alors que la cohérence augmente, nous sommes face à la signature indéniable du régime directeur.
Le plasma autostructuré présente des corrélations dynamiques reproductibles. Ce n'est plus un chaos fluctuant, mais une architecture en mouvement. Cette autostructuration est le pont entre la physique du fluide et sa pilotabilité. C'est là que réside la robustesse de notre modèle. Dans notre cadre, l'autostructuration se manifeste par un SF modéré malgré une forte activité et un Q5 proche de l'unité. Attention, un régime stable n'est pas forcément structuré. Un plasma peut tenir par simple force brute, par amortissement sévère ou par bas niveau d'énergie. Le régime structuré suggère un potentiel de pilotage plus intelligent, plus économique, utilisant l'énergie propre du système pour se maintenir. C'est la raison d'être de SF, ne pas seulement dire si le plasma tient, mais dans quel état de contrainte et de cohérence il se trouve. Quant à la dominance interne, elle doit être encadrée. Elle signifie que la réponse dépend moins de l'amplitude du forçage que de la qualité du couplage. Ce n'est pas que les champs externes deviennent inutiles, c'est que leur efficacité dépend désormais de leur capacité à entrer en résonance avec l'existant. Pour conserver notre crédibilité académique, ces notions doivent rester à leur place, en annexe ou dans la discussion interprétative. Dans le texte principal, privilégions les métriques et la validation expérimentale. Laissons l'intuition nourrir la réflexion en arrière-plan. Nous pouvons traduire l'état 1-2 devient un régime intermédiaire à cohérence émergente. C'est moins poétique, mais plus acceptable pour un journal. Le régime directeur devient un régime à dynamique structurante. Le sens demeure, la prudence scientifique est sauve. Cette rigueur de langage permet de porter nos idées les plus audacieuses vers les comités de lecture les plus exigeants sans trahir notre vision. Ces concepts conservent une utilité heuristique majeure. Ils orientent l'observation vers ce qui compte vraiment. L'organisation profonde. Ils nous forcent à penser le contrôle non comme une correction d'erreurs, mais comme un couplage intelligent avec la nature. Ils ouvrent la possibilité de régimes où la cohérence interne n'est plus un accident, mais une variable de pilotage à part entière. Restons clairs. Séparons ce qui est démontré et mesuré de ce qui relève encore de notre intuition de travail. C'est là notre force. En conclusion, l'état 1-2 et le régime directeur sont les boussoles de notre recherche. Des guides pour l'ingénieur et le physicien. Dans certains mondes, la cohérence est une variable centrale. Elle ne se réduit pas à l'amplitude des corrections, elle est l'âme du pilotage. Merci de votre attention, chers étudiants. Que la structure guide votre commande. À bientôt pour la suite de notre grand traité. Signé Atomy pour le dossier maître. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous entamons l'étude de l'annexe 9, un document crucial traduisant mathématiquement la synchronisation dynamique du plasma. L'enjeu est ici d'offrir une traduction formelle sans alourdir la théorie en reliant l'erreur de phase à la contrainte globale du système. Considérons la variable de phase effective, phi-p de t. Elle ne décrit pas une onde unique, mais la signature cohérente de la dynamique plasma. L'erreur de phase, phi, est la mesure de l'écart entre cette signature naturelle et notre commande. Elle dicte le succès de la synchronisation. Pour quantifier cet écart, nous introduisons Q5. Cette fonction de qualité, bornée entre 0 et 1, s'effondre dès que le désalignement devient critique. Imaginez des métronomes dans du miel. La synchronisation ici n'est pas qu'un calage temporel, c'est l'ajustement à la viscosité du vide. Dans les régimes les plus sensibles, l'erreur de fréquence EF vient compléter notre diagnostic pour prévenir toute divergence rapide. La logique PLL est notre garde-fou. Elle ajuste la commande pour réduire l'erreur de phase, garantissant que le pilotage suit le plasma. Par un jeu de gains proportionnels et intégraux, nous créons une boucle de rétroaction capable de stabiliser le déphasage résiduel. L'indice Shu effectif intègre désormais cette donnée. La désynchronisation est traitée comme une contrainte physique à part entière. C'est un point clé. Perdre la phase n'est pas qu'un souci technique, c'est une dégradation de l'intégrité du régime lui-même. Ces micro-décrochages alimentent la mémoire lente D2T. Le système garde la trace de chaque instabilité, même invisible. Cette accumulation mène à la saturation de Dennis. Un plasma peut sembler stable alors qu'il a déjà épuisé ses réserves de robustesse. La commande K réunit alors tout, la réaction au seuil, la correction de phase et la mémoire historique du plasma. Voici l'écriture finale. Une commande qui n'est plus aveugle mais consciente de la trajectoire passée et présente du système. Définissons maintenant le régime directeur. C'est un état de grâce mathématique où trois conditions se rencontrent. D'abord, une cohérence de phase persistante. Le plasma et la commande respirent au même rythme. Ensuite, une contrainte SF qui reste sous le seuil critique.
évitant toute fatigue structurelle inutile. Enfin, une commande K apaisée. Le système se maintient de lui-même sans nécessité d'agitation corrective. L'indice directeur RDIR synthétise ses succès. Plus il est élevé, plus le régime est capable de guider la commande. En régime directeur, le plasma guide. Il n'est plus un sujet erratique que l'on tente de dompter, mais un partenaire. Cette approche nous permet de quitter l'intuition vague pour une hypothèse testable, recevable par l'académie. N'oublions pas les limites. La phase reste une grandeur complexe à extraire d'un plasma hautement turbulent. Une implémentation réelle exige des filtres robustes et une puissance de calcul capable de gérer l'immédiateté du vide. Le régime directeur représente l'horizon ultime de notre ingénierie, l'harmonie parfaite entre l'homme et le bulk. L'annexe 9 jette ainsi les bases mathématiques de notre transition vers une civilisation de type 1. Ce corpus, bien que phénoménologique, assure la pérennité de la théorie du vide structurée pour les générations futures. Merci de votre attention. Que vos équations soient aussi fluides que le vide lui-même. Atomie, fin de l'annexe 9. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette 10e section de notre grand traité. Nous allons aujourd'hui définir les frontières de notre modèle. Notre ambition est volontairement limitée. Fournir une représentation effective du régime plasma pour le pilotage, sans prétendre remplacer les descriptions fondamentales de la physique des plasmas. Cette section remplit donc 4 fonctions. Préciser ce que le modèle suppose implicitement, délimiter les contextes où il peut raisonnablement être appliqué, identifier les principales sources de faiblesse et définir les cas où le modèle doit être simplifié, recalibré ou abandonné. Commençons par nos hypothèses de travail. Le cadre repose sur plusieurs piliers minimaux qu'il nous faut assumer clairement. Premièrement, nous supposons qu'il existe un niveau de description intermédiaire reconstructible à partir d'un nombre fini de diagnostics utiles. Toute la richesse microscopique du plasma n'est pas nécessaire à chaque instant. Elle signifie seulement que, du point de vue du pilotage, toute la richesse microscopique n'est pas nécessaire à chaque instant. Deuxièmement, nous postulons qu'un indice synthétique de contrainte, noté SF, est plus utile que la simple lecture de signaux bruts indépendants. Cela suppose que nos diagnostics capturent une information cohérente sur la fragilité, le coût de maintien et la proximité des seuils critiques. Troisièmement, nous supposons l'existence d'un terme mémoire. Une partie du comportement du plasma dépend de son histoire récente, de son accumulation de contraintes. Cet effet d'Ennis est crucial dans les régimes longs, proches d'un seuil, hystérétique ou à dérive lente, et moins dans les régimes purement impulsionnels ou très brutalement instables. Enfin, nous supposons une cohérence dynamique exploitable, permettant de définir une phase effective entre le plasma et sa commande. C'est cette hypothèse qui rend possible l'idée d'un régime plus ou moins structuré et autorise l'usage de la logique PLL et la mesure de la qualité de synchronisation. Passons au domaine de validité. Le modèle proposé est valide uniquement comme cadre effectif de lecture et de pilotage, et non comme une théorie fondamentale. Il se situe à un niveau intermédiaire, au-dessus des diagnostics bruts, mais en dessous des modèles cinétiques ou de transport fondamentaux. Sa validité est conditionnée par la machine et le régime. L'implémentation doit être calibrée spécifiquement pour chaque dispositif expérimental. Les régimes favorables sont ceux proches des seuils, présentant des dérives lentes ou une forte influence de la cohérence phase-fréquence. À l'inverse, une dynamique trop rapide, des diagnostics trop bruités ou l'absence de mode dominant rendent le cadre beaucoup moins pertinent. Soyons clairs sur ce que le modèle n'affirme pas. Il ne remplace ni la MHD ni les modèles de transport classiques de la fusion. Il propose seulement une hypothèse méthodologique. Certaines variables reconstruites pourraient améliorer l'analyse et le pilotage de certains régimes plasma. Abordons les limitations structurelles. La première est notre totale dépendance à la qualité et à la fiabilité des diagnostics disponibles. La seconde limite tient au choix des pondérations dans la fonction de reconstruction. Cela impose une calibration explicite et une validation rigoureuse. L'indice SF est composite. Il peut agréger des pertes, de la turbulence ou de la désynchronisation sans distinction univoque. Le modèle ne sera justifié que s'il apporte une cohérence supplémentaire ou un gain pratique mesurable par rapport aux outils déjà connus. Premier mode d'échec, SF ne reconstruit rien d'utile. Cela peut se produire si les signaux sont trop instables ou si la normalisation est inadéquate. Deuxième mode d'échec, DT n'apporte aucun gain. Cela peut signifier que la mémoire lente n'est pas un facteur important du régime étudié. Troisième mode d'échec, la logique de phase n'apporte rien,
voire dégrade le pilotage si la phase plasma est mal définie ou ambiguë. Quatrième mode d'échec, la commande K enrichie n'améliore pas le maintien du régime, faute de calibration ou par limitation matérielle. Cinquième mode d'échec, le cadre fonctionne sur une machine mais échoue ailleurs, indiquant qu'il ne capture pas d'invariance suffisant. Le modèle n'est pas seulement limité théoriquement, il l'est aussi techniquement par la cadence d'acquisition et la latence de la boucle. Un cadre théoriquement parfait reste inutile s'il dépasse les capacités de calcul en temps réel de notre dispositif expérimental. Pour rester solide, nous recommandons une stratégie progressive. Ne brûlez pas les étapes, construisez le modèle brique par brique. Commencez par une reconstruction simple de SF et comparez cette reconstruction à des observables standards de la machine. Ajoutez ensuite DT seulement si un gain prédictif apparaît par rapport au modèle simple initial. L'objectif final est l'utilité. Le cadre doit produire un gain descriptif ou opératoire mesurable pour justifier sa complexité. Le modèle n'est recevable que s'il satisfait trois exigences: lisibilité, testabilité et utilité pratique immédiate. Il doit rester interprétable pour l'humain. Un indice trop opaque perd une grande partie de sa valeur scientifique. Chaque composante doit pouvoir être confrontée aux données. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse accidentelle, elle constitue au contraire un élément important de sa scientificité et de son honnêteté. En explicitant son domaine de validité, le modèle se donne la possibilité d'être évalué rigoureusement, ajusté méthodiquement ou abandonné honnêtement. Merci de votre attention, chers étudiants. Nous nous retrouverons pour la suite de nos travaux sur le bulk. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette session technique consacrée à l'annexe 11 de notre grand traité. Nous allons aujourd'hui codifier l'invisible. L'objet de cette annexe est de stabiliser nos notations et nos dimensions. Pour que le cadre TVS reste exploitable, nous devons distinguer les mesures physiques des grandeurs reconstruites. Nos objectifs sont clairs: unifier les notations, proposer une convention sobre et expliciter la logique de normalisation. Le manuscrit distingue trois niveaux de grandeur. Commençons par le niveau instrumental, les grandeurs directement mesurées. Ici, nous trouvons le champ interne Bint, les fluctuations de densité ΔN ou encore la puissance radiative Prad. Ces grandeurs conservent leurs dimensions naturelles, propres à chaque instrument et à chaque machine expérimentale. Au second niveau se trouvent les grandeurs effectives reconstruites, comme l'indice de contrainte SSF et le terme de mémoire D. Elles ne sont pas fondamentales au sens strict, elles sont le fruit d'une reconstruction mathématique. Enfin, le troisième niveau concerne les paramètres de commande et les gains, comme le seuil SC ou la constante taux D. Passons à la convention générale. Pour garder ce cadre lisible, la stratégie est la dimensionnalisation. Les grandeurs brutes gardent leur physique, mais les grandeurs reconstruites sont normalisées. C'est la garantie d'une clarté absolue. Cela permet une meilleure comparabilité entre diagnostics et facilite grandement la calibration du modèle. Comment normalisons-nous? En soustrayant une valeur de référence et en divisant par une échelle caractéristique sigma. La référence XRF peut être une moyenne sur un régime nominal ou une cible fixée expérimentalement. L'échelle sigma doit être stable et documentée, qu'il s'agisse d'un écart type ou d'une constante de calibration. Pour la phase, nous introduisons la qualité de synchronisation, Q-sync, définie par une exponentielle décroissante. Une valeur proche de 1 indique une synchronisation parfaite. C'est un indicateur de reporting bien plus stable que l'erreur de phase brute. Parlons de SF. Nous le définissons comme une grandeur adimensionnelle, une somme pondérée de variables normalisées. SSF n'est pas une énergie physique standard, c'est un indice synthétique, un score de contrainte dynamique. Le terme de mémoire D suit la même logique. Si SF est adimensionnel, alors D l'est aussi. D représente le niveau accumulé de fragilité du régime. Sa comparaison avec SF devient alors immédiate et intuitive. La variable de commande K peut être traitée comme un scalaire pour la théorie ou comme un vecteur pour l'application réelle. En pratique, K pilote plusieurs actionneurs. Chaque composante est un coefficient normalisé appliqué à un sous-système particulier. La constante taux D possède la dimension d'un temps. Elle régit la vitesse à laquelle la mémoire s'accumule ou se relâche. En version discrète, le paramètre lambda joue le rôle d'un poids de mise à jour, compris strictement entre 0 et 1. Pour éviter toute ambiguïté, retenons nos conventions de signes. SF élevé signifie un régime plus contraint. Un indicateur gamma élevé est signe de stabilité, tandis qu'un R loss élevé pointe vers un régime moins robuste. Dans une perspective comparative, nous distinguons la normalisation intramachine de la normalisation intermachine. La stratégie intramachine est la plus robuste.
On normalise par rapport au régime de référence propre à l'installation. La normalisation intermachine est plus ambitieuse. Elle nécessite une définition extrêmement prudente des références universelles. Dans le corps du manuscrit, gardez des notations simples. Renvoyez les détails de normalisation à cette annexe technique. Cette séparation garantit un texte fluide pour le lecteur et une base technique solide pour l'expérimentateur. La cohérence du modèle TVS repose sur cette discipline. Distinguer les mesures, les reconstructions et les commandes. Nous fournissons ici la base claire d'une formalisation académique homogène, prête pour la validation expérimentale. La dimensionnalisation n'est pas qu'un outil mathématique, c'est le langage de la transférabilité du savoir bulk. Merci de votre attention, chers étudiants. Que vos régimes soient stables et vos mesures sans dimension. À très bientôt pour la suite de notre exploration monumentale. Au revoir. Mesdames, messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette masterclass monumentale. Nous allons aujourd'hui stabiliser le vocabulaire de notre modèle à travers ce glossaire académique final. Commençons par le SHU. Il désigne la contrainte dynamique effective d'un régime plasma. C'est un concept de modélisation exprimant la difficulté globale de maintien d'un état. L'indice SHU est sa version opératoire. Il correspond à l'indice reconstruit SF, utilisé pour quantifier la contrainte à partir de nos diagnostics expérimentaux. SF de T est l'indice effectif de contrainte dynamique. Il est reconstruit à partir de diagnostics tels que la structuration magnétique et les fluctuations de densité. Il est conçu comme une grandeur adimensionnelle normalisée, interprétable comme un score synthétique de fragilité ou de coût dynamique de maintien du régime. La contrainte dynamique exprime la difficulté globale imposée au pilotage. Elle intègre les fluctuations, les pertes et la fragilité structurelle du plasma. Un régime plasma est l'état dynamique considéré à l'échelle du pilotage. Il se définit par sa robustesse, sa cohérence et son coût de maintien. Un régime robuste se maintient avec une stabilité élevée. Il est associé à un SF modéré, une mémoire stable et une synchronisation satisfaisante. À l'inverse, le régime fragile masque une sensibilité accrue. On y observe une hausse de SF ou une perte de cohérence dynamique imminente. La commande K, notée K de T, représente l'effort adaptatif requis. C'est un paramètre de synthèse entre contrainte, désynchronisation et mémoire. K0 est la composante nominale. Elle représente le niveau de pilotage de base correspondant à un régime cible hors toute perturbation supplémentaire. Delta K seuil apparaît lorsque SF s'approche d'une limite critique. Elle traduit la nécessité de renforcer le pilotage pour éviter la transition. Delta K sync est liée à la perte de cohérence dynamique. Elle vise à corriger les désalignements de phase entre le plasma et les actionneurs. Delta K. Dennis est lié à la mémoire lente. Un plasma ayant accumulé de la contrainte peut nécessiter un effort accru, même sans dégradation apparente. L'effet Dennis désigne cette mémoire lente. L'histoire récente du plasma modifie son coût de maintien et sa proximité d'un éventuel basculement. D de T est la variable de mémoire associée. Elle représente l'accumulation temporelle de contraintes, traitée ici comme une grandeur adimensionnelle. La mémoire de régime est la capacité du plasma à conserver l'influence de son histoire. Elle est cruciale dans les régimes longs ou hystérétiques. La synchronisation dynamique est la capacité à maintenir une relation cohérente, en phase et en fréquence, entre la commande et la dynamique interne. La logique PLL, ou boucle à verrouillage de phase, sert de cadre opératoire pour mettre en cohérence le plasma et le système de pilotage. La phase plasma effective est une variable reconstruite. Elle permet d'évaluer la cohérence dynamique globale nécessaire au verrouillage de la commande. L'erreur de phase mesure le désalignement temporel. Une erreur élevée indique une perte de synchronisation coûteuse pour le maintien du régime. L'erreur de fréquence complète la mesure de phase. Elle est cruciale dans les régimes où le verrouillage exact est un facteur de stabilité. Q-Sync est l'indicateur de qualité de synchronisation. Proche de 1, le verrouillage est parfait. Il décroît avec la désynchronisation. B-Int désigne la mesure du champ interne. C'est un indicateur de cohérence et d'organisation magnétique fondamentale pour notre pilotage. Delta N représente l'amplitude des fluctuations de densité. Elle renseigne sur le niveau de turbulence ou de dégradation du régime plasma. P-Rad représente les pertes radiatives. Cette grandeur est utilisée pour évaluer la dissipation apparente et la contrainte dynamique associée. Gamma est l'indicateur global de stabilité. Une valeur élevée correspond à une meilleure cohérence globale du régime étudié. Sigma intègre la structure spectrale et l'organisation dynamique, révélant les signatures de bifurcation ou les phénomènes d'hystérésis. Le seuil effectif SC est un paramètre opératoire reconstruit.
Il dépend de la machine et définit la limite de contrainte pour la loi de commande. Le régime directeur désigne un état où la cohérence interne est si forte que la commande doit se synchroniser avec elle plutôt que de s'imposer. L'état 1.2 est une zone intermédiaire. Il exprime l'émergence d'une cohérence interne entre un régime forcé et un régime durablement structuré. Un plasma autostructuré présente une organisation persistante. C'est une description qualitative de régime favorable au pilotage synchronisé. Le coût de maintien est l'effort nécessaire pour conserver le plasma. Il se mesure en puissance de correction et en fréquence d'ajustement. JK représente la mesure quantitative de cet effort. Il est calculé comme une intégrale de l'amplitude des actions de commande. T-hold est notre métrique centrale de performance. C'est le temps durant lequel le pilotage parvient à maintenir le régime cible. R-loss quantifie la fréquence des défaillances. C'est le taux de sortie non souhaité du régime cible sur une période donnée. T-warn est l'horizon d'alerte. Il permet d'évaluer la valeur prédictive du modèle entre la détection d'une dégradation et la perte du régime. Le cadre effectif nous rappelle que ce modèle est une surcouche opératoire. Il organise l'information utile sans prétendre à la théorie fondamentale. La normalisation rend les diagnostics comparables. Elle ramène des variables physiques à des échelles adimensionnelles indispensables au pilotage. Ce glossaire stabilise notre vocabulaire. Il distingue la mesure, la commande et l'interprétation. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, à bientôt.